commencer maintenant la présentation de nos conférenciers avec Damien Contandriopoulos. Et puis, par la suite, donc, on aura l'occasion d'entendre les autres qui sont du département d'administration de la santé. Pour ce qui est de Damien, donc, excusez, Damien est à la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Bonjour tout le monde. Dans le couloir, j'ai réalisé en fait que j'étais probablement le groupe contrôle. Donc, ils ont invité 3 sages et un groupe contrôle pour que vous puissiez comme ça faire la différence entre l'expérience et l'absence de. Mais je vais faire de mon mieux quand même. Ma présentation est structurée en 3 bouts principaux. Le premier, ça va être l'essentiel sur les effets. Qu'est-ce qu'on peut prédire en termes d'effets du projet de loi 10? Puis, je ne vais pas épiloguer non plus. Parce que jusqu'à un certain point, c'est un travail qui perd de sa pertinence au fur et à mesure que la certitude de l'implantation relativement inchangée du projet de loi 10 avance. Le deuxième morceau, ça va être un peu sur les causes. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on soit actuellement en train de devoir composer avec le projet de loi 10? Et le troisième morceau, ça va être sur les suites. Si on parle des effets, je pense qu'on peut les distinguer en 3 là encore. Il va y avoir les effets qui sont structurels. Donc, le projet de loi 10 est essentiellement une redéfinition de la structure du système de santé. Et là-dessus, il y a on peut faire un certain nombre de prédictions sur qu'est-ce que cette structure-là est susceptible d'entraîner comme effet. Le deuxième élément, puis je pense qu'il est vraiment fondamental parce que on parle d'une transformation qui va s'échelonner en années en termes de durée de mise en œuvre, c'est tout l'aspect processuel. Une fois qu'on va essayer de mettre en place cette structure, ça va entraîner pendant plusieurs années un état qui va être un état de transition. Et cet état de transition va en lui-même entraîner toutes sortes d'effets. Et le dernier élément, c'est l'aspect plus idiosyncratique. On est dans un contexte dans lequel la manière d'agir ou la personnalité de notre ministre de la Santé a en soi un effet important sur le réseau. On le voit dans le projet de loi 10 un peu, on le voit beaucoup dans le projet de loi 20, c'est-à-dire que c'est un ministre qui a beaucoup d'affinités avec les affirmations à l'emporte-pièce et pas forcément beaucoup d'affinités avec le consensus. Donc, en soi, ça entraîne n'importe quel projet de transformation. Il y a une partie qui est le projet, il y a une partie qui est la gestion du projet et donc l'aspect idiosyncratique de notre ministre actuel. Donc, premier bout, qu'est-ce qu'on peut espérer atteindre à partir de la mise en place des structures qui sont proposées dans la loi 10? Essentiellement, une fusion administrative à grande échelle. On prend plein d'établissements, auparavant indépendants, et on les agglomère de force. Donc, on crée un seul conseil d'administration et on laisse ce conseil d'administration-là essayer de trouver une façon d'attacher ou d'arrimer le reste de la structure organisationnelle. C'est une avenue d'intervention qui a été essayée souvent par beaucoup de systèmes différents et qui a été très largement étudié. On peut penser à l'Alberta, on peut penser aux États-Unis, on peut penser à la Grande-Bretagne. Dans tous les cas, les effets se sont révélés aller de nul à négatif. Fusionner administrativement des entités très larges, particulièrement quand c'est des organismes qui se ressemblent. Si on imagine la réforme précédente, la loi 25, il y avait un côté vertical, c'est-à-dire qu'on prenait un hôpital, des CHSLD, des cliniques, puis on essayait de faire un tout cohérent en termes de continuum de service. Cette fois-ci, on prend vraiment pas mal de choses horizontalement. Donc, on prend un paquet de C3S qui sont structurellement identiques, puis on les met ensemble. On ne va pas sauver d'argent. Je pense même pas que le ministre y croit. Enfin, il n'y a aucune source de données qui permet qu'on croire qu'on va sauver de l'argent. Coordination des services, là encore, on n'a pas besoin de fusionner pour coordonner et c'est pas parce qu'on fusionne qu'on coordonne. Donc, il n'y a aucune raison de croire que ce qui est sur la table en termes de structure va améliorer la coordination. Et sur la performance plus générale, sur la qualité, en fait, là encore, aucune preuve qui permet de croire que ça améliore la qualité des soins. Donc, quand on regarde les données scientifiques, je vais y revenir un peu, on a un projet dont le potentiel est nul. Et puis, c'est difficile d'arriver à un constat qui est différent. Après ça, il y a l'effet processuel de la chose. Donc, on va pendant des années, on veut penser quand même, on sort d'un exercice qui a duré plus ou moins 10 ans, qui a consisté à essayer de donner du sens à cette structure de C3S, qui, sur le papier, avait plus de potentiel. Ce qu'on a vu avec l'expérience de la création de C3S, ce qui, sur le papier, a un certain potentiel, c'est pas évident que le potentiel se traduise dans la réalité. Et ensuite, ça prend énormément de temps. Essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire populationnel, essayer de le traduire dans des structures, faire des essais, faire des erreurs, en tirer des... Bon, ça a pris
5 ans, 10 ans, vous pouvez mettre la barrière, l'échelle que vous voulez, mais ça a pris beaucoup de temps. Et on s'en vient là avec une réforme qui va être au moins aussi demandante, si ce n'est plus. Donc, on s'en va sur plusieurs années. Pendant le processus de fusion, tous les administrateurs vont jouer à on fusionne, ce qu'on a déjà vu dans le passé. Donc, la disponibilité des structures administratives et de gestion pour faire autre chose, innover, régler des dysfonctionnements qui sont locaux, va être à toute fin pratique nul. Et là, on arrive dans les aspects idiosyncratiques, c'est-à-dire, on le fait dans un contexte où on parle de coupure, on parle d'enlever tout ce gras administratif, on parle d'un contexte dans lequel donc, il y a de centralisation extrêmement puissante, un contexte dans lequel on ne va pas laisser les gens sur le terrain avec une grande marge pour essayer justement de développer des choses localement puis de leur donner du sens. Le processus en lui-même est nettement menaçant. Là encore, si on regarde les données, pendant un processus de fusion, on voit des choses extrêmement amusantes, comme par exemple une hausse du taux de mortalité post-chirurgicale. Ça, c'est des choses qui ont été observées aux États-Unis. Donc, des indicateurs qui sont, normalement, là, pour arriver à avoir un impact sur la mortalité, il faut vraiment que tu te plantes organisationnellement de façon massive. Et on arrive à trouver des études qui montrent ça. Donc, je pense qu'on peut légitimement être inquiet à savoir comment on va arriver à passer à travers la phase d'implantation. Et le bout idiosyncratique, dans un contexte comme ça, il y a très peu de choses dans la loi. On a un ministre qui légifère avec beaucoup d'attention à ne pas trop écrire. Donc, ces projets de loi sont extrêmement succincts. Tout est jeté dans les règlements et dans des pouvoirs discrétionnaires. Ça va demander colossalement de travail localement pour essayer de donner du sens structurellement aux grandes orientations qui sont juste « arrangez-vous entre vous ». Et ce processus-là, donc, ça va reposer sur les épaules des gestionnaires locaux, qui par ailleurs, puis ça c'est l'aspect idiosyncratique, le ministre dit par ailleurs, je vous hais, je vous truste pas, puis attention, je vous surveille. Ce qui est une recette éprouvée pour créer la confiance et le consensus. Et là-dessus, là encore, comment on va faire en sorte pour que les gens qui a priori on a démobilisés et qu'on a méprisés au départ, arrive à faire quelque chose avec. Puis là, on voit PL20 sur la rémunération médicale, on voit la même chose. Nos médecins s'excitent beaucoup, en particulier parce que le ministre a pas l'air d'avoir beaucoup de respect dans son discours. Donc là, il y a clairement quelque chose qui est typique à l'action d'un individu qui est notre ministre. Et cette approche-là semble vouloir persister dans le temps. On voit le projet de loi 20 encore, c'est le même type d'approche et une centralisation extrême des pouvoirs. Une bonne partie des structures mises en place dans le projet de loi 10 sont des structures qui visent à s'assurer que le ministre puisse, à sa guise, intervenir localement. Et là, on en vient un peu aux causes. Pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Et c'est une question à laquelle moi j'ai passé beaucoup de temps à répondre. Je n'ai pas vraiment de réponse. Je pense qu'il y a certaines caractéristiques là, qui se trouvent dans la trajectoire de comment le Dr Barrett en est venu à occuper le poste de ministre, où il a travaillé, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie avant. Mais il y a plus fondamentalement une question de nos structures politiques. Comment se fait-il que quelqu'un qui est visiblement mal informé sur ce que les données scientifiques disent puisse en arriver à se trouver dans une position où il peut décider seul et sans écouter? Et comme chercheur, c'est une question qui est relativement fondamentale. Comment on arrive à avoir un projet de loi structurant qui ignore la totalité de ce qu'on sait sur les fusions administratives? Je pense qu'il y a des questions d'individus, mais il y a des questions de structure politique. Le monde dans lequel on est, notre système de santé est conditionné et exposé à un pouvoir politique. Et ce pouvoir politique-là arrive actuellement dans un équilibre dans lequel il y a une centralisation énorme des pouvoirs. Puis je pense que c'est quelque chose dont on doit discuter. Puis le dernier élément, avant que Marc me jette dehors, c'est les effets. Arriver où on n'a pas les effets, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est certain que la structure est mauvaise. On est pas mal sûr qu'elle va être, par contre, mise en place plus ou moins comme elle est là. Et je pense que comme chercheur, il va falloir qu'on passe à l'étape d'après, qui est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bien fonctionner une structure dysfonctionnelle. Et ça va être un cas d'école à savoir qu'est-ce qui, dans la performance des organisations, s'explique par la structure et qu'est-ce qui s'explique par le processus. Donald Bédian aurait été content. Nous, on va donc servir, là encore, mettons, cas contrôle. On va avoir un système de santé dont les structures vont être, par définition, dysfonctionnelles. Et on va ensuite voir jusqu'à quel point les processus, les individus, peuvent permettre d'arriver à... Et je pense que là encore, si on vient à la question des chercheurs, qu'est-ce que comme chercheur on peut amener? Comme chercheur, on va avoir un rôle qui est potentiellement fondamental, qui est celui d'aider, d'accompagner, d'offrir du soutien au milieu de pratique pour essayer de leur permettre de composer avec les structures qu'on a. Donc, ça fait le tour de mon introduction.
Merci. Donc, on va laisser la parole à Paul Lamarche, qui est bien sûr du département d'administration de la santé. Et puis, encore une fois, 10 minutes, Paul, et puis voilà. D'accord. Merci, Marc. Écoutez, je pense que la conclusion que je veux tirer, c'est à peu près la même que celle de Damien, sauf que je l'ai analysé de façon un petit peu différente. Dans le fond, le message que je veux vous laisser, c'est que le projet de loi 10 se repose sur une vision des organisations, qui n'est absolument pas la vision des organisations de santé. Il repose essentiellement sur une vision qu'on appelle mécanique, comme telle. Et toutes les mesures qui sont dans le projet de loi s'inspirent de cette vision-là. Le problème, c'est que ce n'est pas la vision qui correspond à la dynamique des organisations de santé. La dynamique des organisations de santé s'inspire plus sur une vision que je vais appeler complexe, puis je vais effectivement expliquer ces éléments-là. Donc, si tel est le cas, qu'est-ce qui arrive? Au mieux, le projet de loi 10 n'améliore absolument pas les problèmes qu'il était censé améliorer. Au pire, les problèmes s'accentuent. Puis, dans le fond, dans la théorie de la complexité, il y a effectivement une notion de Kaufman qui est la catastrophe de la complexité. Puis, je vais l'expliquer un tout petit peu comme ça, et j'ai peur que le projet de loi 10 nous mène à cet élément-là. J'explique. C'est quoi, effectivement, une organisation vue sur l'angle de la mécanique? C'est une organisation qui est composée d'un ensemble de ressources utilisées pour produire des biens et services pour atteindre un objectif. Fondamentalement, ces éléments-là. Il y a 4 caractéristiques majeures des organisations qui sont postulées dans cette vision-là. La première caractéristique, c'est que les organisations sont là pour atteindre un objectif, mais ce sont des objectifs internes à l'organisation. Faire du profit, offrir des services, se développer, respecter les contraintes budgétaires ou quoi que ce soit. Premier élément majeur là-dedans. Deuxième élément majeur, c'est qu'on postule une relation linéaire entre les ressources, la production puis les objectifs. Ni plus ni moins, les mêmes ressources utilisées pour produire les mêmes services vont donner les mêmes résultats partout, indépendamment des acteurs, indépendamment des contextes. Le troisième élément de la dynamique, c'est que tout est décrété par en haut, en postulant qu'il y a une façon magique, idéale, de faire le lien entre les ressources, la production et les objectifs. Ce qui fait en sorte que tout est décrété par en haut, puis en bas doivent agir conformément à ce qui est décrété par en haut. Le dernier élément que je vous dirais, c'est bigger is better. Fondamentalement, dans cette logique-là, c'est tout le phénomène d'économie d'échelle. Plus les organisations sont grosses, plus c'est performant, plus c'est efficace, moins ça coûte cher, moins il y a de cadres qui existent là-dedans. Les exemples que je vais vous donner sur le projet de loi 10, bien, écoutez, je pense que c'est clair que ça s'inspire de cet élément-là. Quand on regarde les mandats des 6, vous regardez dans les annexes, c'est gérer des établissements. C'est ça qui est le mandat des 6. Le mandat des établissements, c'est d'offrir des services. Deuxième élément, la dynamique qui est décrétée, écoutez, le ministre décrète après tout. Il nomme les membres des conseils d'administration, il nomme les présidents, il nomme les DG, il nomme les DGA, puis il balise le mandat des CA. Le mandat des CA, c'est quoi? Organiser les services. Mais organiser les services dans les respects des orientations ministérielles. Le deuxième élément, c'est allouer les ressources. Mais c'est allouer les ressources dans le respect des orientations ministérielles. Il n'y a rien mentionné par rapport à la population qui est à desservir. Le troisième élément, c'est la relation linéaire. Il postule que c'est la même relation partout, entre les ressources, la production, puis les résultats. De telle sorte qu'il enlève tout intermédiaire capable de moduler la relation ressources, services, résultats par rapport à la population. Il enlève les régions. Il enlève même le niveau local. Les 6 n'est plus un établissement local. C'est un établissement qui est fondamentalement régional. L'élément du postulat que le gros est mieux, je ne vise pas le ministre. Le gros est mieux, fondamentalement, tout le phénomène d'économie d'échelle. La fusion des établissements, la fusion des territoires. Donc, le projet de loi 10, selon moi, s'inspire essentiellement d'une vision linéaire. C'est quoi la vision complexe? C'est une vision complètement différente. Et les organisations de santé sont reconnues comme étant un cas type des organisations complexes. C'est ce qu'on appelle les organisations professionnelles. C'est quoi les organisations professionnelles? C'est que les professionnels ont la capacité de définir eux-mêmes leur contenu de leur travail.
pour être capable de satisfaire le besoin d'un client ou d'un patient. C'est ça qui est l'essence de l'organisation de santé. Dans cette vision-là, c'est quoi une organisation complexe, plus spécifiquement? Une organisation complexe met l'accent sur les acteurs. Ce sont les acteurs qui sont majeurs de la dynamique des organisations. C'est quoi une organisation complexe? C'est une organisation composée d'un ensemble d'acteurs différents et interdépendants. Qu'est-ce que ça veut dire, interdépendant? Ça veut dire que les actions des uns sont requises pour les actions des autres. L'infirmière puis le médecin, sur un étage, ils ont besoin de l'un de l'autre pour traiter le patient. La première ligne puis l'hôpital, sur le territoire, ont besoin de l'un de l'autre pour, effectivement, desservir la population. C'est ça qui est l'interdépendance. L'autre caractéristique majeure des organisations complexes, c'est que les acteurs ont la capacité de s'auto-organiser. Ils s'auto-organisent selon les relations qu'ils maintiennent avec les membres de l'organisation et avec les membres de l'environnement comme tel. Donc, c'est tout le phénomène de auto-organisation là-dedans. C'est quoi les caractéristiques majeures? Première caractéristique majeure, c'est que les objectifs poursuivis sont externes à l'organisation. Ils ne sont pas internes à l'organisation. Qu'est-ce que toute l'approche populationnelle, qui était de répondre aux besoins de santé de la population, c'est une vision externe, c'est une finalité externe. Ça s'inspire de la vision plus complexe, ce n'est pas des finalités internes comme ces éléments-là. Le deuxième élément de la caractéristique majeure, c'est que l'organisation émerge de l'interaction entre les acteurs. C'est l'interaction qui forme l'organisation. Ce n'est pas les boss qui dictent l'organisation comme telle. Le troisième élément, c'est que la forme de l'organisation varie selon les acteurs puis varie selon les contextes. Ce n'est pas les mêmes acteurs qui vont avoir les mêmes relations pour donner la même organisation, indépendamment des contextes dans lesquels ils s'inscrivent là-dedans. Et encore là, j'insiste, les organisations de santé sont un cas type d'organisation complexe. C'est quoi les leviers d'action pour être capable de transformer une organisation complexe? Je vais en citer 4. Le premier levier d'action, c'est de donner de l'autonomie aux acteurs et leur donner la capacité puis accroître leurs compétences. Si l'organisation émerge de l'interaction des acteurs, développer les acteurs puis leur donner de l'autonomie, elle est majeure. Il y a un concept là-dedans que je trouve excessivement intéressant, c'est le concept de spécification minimale. Le boss doit décréter absolument le minimum. Doit décréter ce qui est absolument nécessaire de faire ou absolument nécessaire de ne pas faire. Pourquoi? Parce que s'il décrète plus que ça, il enlève toute la marge de manœuvre sur le terrain pour être capable de s'auto-organiser. Le deuxième élément, c'est que c'est vrai que s'il y a de l'auto-organisation, il faut faire converger l'auto-organisation vers un projet commun. Ça en prend un projet commun. Où il est le projet de loi de projet commun? Comment voulez-vous que dans la dynamique des organisations, que les acteurs s'auto-organisent dans le respect de la vision commune quand la vision n'est pas là? Donc ça, c'est le premier élément, que ça va prendre une vision pour être capable de canaliser l'auto-organisation des acteurs. Le troisième levier, c'est de développer les interrelations entre les acteurs et puis gérer l'interdépendance. On l'a dit, une caractéristique des organisations complexes, c'est l'interdépendance des acteurs. Il faut donc gérer cette interdépendance-là. Pourquoi? Pour assurer la complémentarité, pour assurer l'intégration, pour assurer la coordination. Mais il y a un hic dans la vision complexe. Plus l'interdépendance entre des acteurs est grande, moins il faut que l'organisation soit grande. Pourquoi? Parce que si tout le monde est interdépendant, puis il y a un nombre énorme d'acteurs, tout le monde attend après tout le monde avant de s'adapter. Donc, plus il y a d'interdépendance, plus il faut que les organisations soient petites et non pas grandes. Et d'ailleurs, la revue de littérature sur les échecs des fusions, c'est justement ça. C'est qu'on a tenté d'accroître simultanément le nombre et l'interdépendance. On est donc arrivé à ce que Kaufman appelle la catastrophe de la complexité. Mon dernier élément, c'est justement assurer la variabilité minimale. Écoutez, si on veut répondre aux besoins de la population, si on veut que l'organisation intègre à l'interne les mêmes caractéristiques que l'environnement, il y a une limite à ça. Il faut que l'environnement soit relativement homogène, pas hétérogène. Comment voulez-vous assurer la variabilité minimale et répondre aux besoins de la population quand vous avez dans un même territoire Westmount puis Saint-Henri? Comment voulez-vous
vous assurez de répondre aux besoins de la population et d'assurer la variabilité minimale quand vous avez à Québec, la Haute-Ville puis la Basse-Ville. Ce que la théorie de la complexité dit, plus vous voulez répondre aux besoins de la population, et plus la population est hétérogène, plus les territoires, il faut qu'ils soient petits et non pas grands. Sinon, on n'est pas capable de réaliser ce qui est censé être réalisé. La conclusion, et le premier élément, c'est peut-être un petit peu ce que Damien a dit. On a eu une expérience des 6. Pas des 6, mais des C3S. Une expérience des C3S qui visait essentiellement la taille. Est-ce qu'effectivement, selon l'expérience passée, plus c'est gros, moins c'est cher? Est-ce que plus c'est gros, moins il y a de câbles? Je pense que l'expérience démontre que c'est complètement l'inverse. Que le postulat d'économie des chefs de M. Barrett n'est pas prouvé par l'expérience des C3S. Le deuxième élément, soit qu'il faut changer complètement le projet de loi 10. Ça va être un petit peu difficile. Mais je pense qu'il faut insister pour que si jamais il s'applique tel quel, qu'il y ait un projet pilote dans une région moyenne. Sinon, c'est de prendre tout le Québec pour le groupe expérimental et on n'a aucun groupe contrôle. Je pense qu'il y a un problème éthique à l'utilisation du pouvoir qui va autant à l'encontre des évidences scientifiques. Le dernier élément, mais c'est peut-être un petit peu pour nous autres, puis ça rejoint ce que Damien a dit. Compte tenu que le projet de loi risque de passer, comment on gère un 6? Comment on gère un 6 un petit peu dans une perspective de la complexité? Et je pense qu'on aurait, nous autres, au département, une espèce de responsabilité de dire comment on pourrait, comme tu disais, comment on peut rendre fonctionnelle une structure qui est complètement dysfonctionnelle. Merci. Merci. Donc, c'était une approche de la complexité. Tantôt, on avait une approche basée sur une lecture logique, modèle logique avec Damien. Et là, on va toucher la question de la centralisation avec Régent Hébert, qui est rendu, bien sûr, à l'Université de Montréal, à l'École de santé publique, et qui a, bien sûr, une expérience des décisions politiques. On va lui laisser la parole. Et on ne fait pas de politique ici. Comment ça, on fait pas de Pardon? Nous, on s'en fait pas ça. Ça fait une demi-heure qu'on en fait. J'ai dit ça, mais vous faites ce que vous voulez. OK. Bonjour, mesdames, messieurs. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Je voudrais juste vous informer qu'il y a un mémoire scientifique que le département d'administration de la santé a présenté à l'Assemblée nationale suite au projet de loi 10. Et ce mémoire-là est disponible. Et dans ce mémoire-là, Paul, François et moi, nous avons choisi de séparer ce mémoire-là en 3 parties pour la présentation d'aujourd'hui. Alors moi, je vais plutôt parler de l'aspect centralisation associé avec le projet de loi 10. On peut sortir quelqu'un de la politique, mais on ne sort vraiment pas la politique de quelqu'un. Alors je vais commencer en parlant un peu du processus politique. La première chose qui nous frappe dans ce projet de loi-là, c'est que ce n'était pas un projet annoncé dans le programme du Parti libéral lors des dernières élections. C'était plutôt dans le programme d'un autre parti. Et ça pose toute la question de l'enjeu de la santé dans une campagne électorale. Depuis 2003, la dernière fois qu'il y a eu un enjeu de santé dans une campagne électorale, c'est lorsque Jean Charest avait promis d'abolir l'attente dans les urgences, vous vous en souviendrez. Mais depuis cette époque-là, la santé n'a jamais été un enjeu électoral. On élit des gouvernements sur d'autres aspects, en dépit du fait que la santé est la préoccupation numéro 1 de la population au Québec lorsqu'on fait des sondages, et ça ne se démentit pas. Deuxième élément, ce projet de loi 10-là a été concocté par la voie politique. Vous savez, dans un gouvernement, il y a le cabinet du ministre qui est la voie politique et il y a la machine administrative qui est la voie technocratique. Habituellement, les projets de loi sont concoctés par la voie technocratique, la voie administrative, et ils sont modulés par les orientations politiques. Ici, on est en présence d'un projet de loi qui a été concocté par un nombre très restreint de personnes de la voie politique, sans input de la voie administrative, sans input de toute la machine de connaissance de la voie administrative. C'est un projet de loi qui, à la différence des projets de loi habituels qui font l'objet de multiples consultations auprès de certains groupes ciblés, de certains groupes de chercheurs notamment, ici, il n'y a pas eu ces consultations préalables. Et comme vous l'avez vu, la commission parlementaire a été bâclée puisque le ministre a semblé hermétique à la plupart des suggestions et des commentaires des groupes qui ont défilé à cette commission parlementaire.
On le voit moins dans ce projet de loi-là, mais dans les deux autres projets de loi du ministre, on utilise la loi ou un projet de loi comme étant une base de négociation, une recherche d'un pouvoir de négociation pour en arriver à des compromis par la suite, mais c'est une utilisation un peu aberrante d'un projet de loi. Un projet de loi ne vise pas une telle fonction, et je pense qu'il faut se poser des questions sur l'aspect politique qui entoure l'ensemble des projets de loi qui sont déposés par le ministre actuel. Alors, revenons à la décentralisation. Vous savez, la décentralisation, c'est quand même une tendance lourde au niveau international dans les organisations de santé. On a vu la loi de 2010 en France qui a créé les agences régionales après des décennies de décentralisation au niveau des services sociaux dans les conseils généraux en France. Dans les pays scandinaves, surtout la Suède, depuis les années 80, on a décentralisé toute la gestion des services de santé, même le financement des services de santé dans les comtés et dans les municipalités. Après un bref retour du balancier au début des années 2000, on a confirmé cette voie de décentralisation qui permet aux organisations de santé, comme l'a dit Paul, de prendre des décisions beaucoup plus près des citoyens et de s'adapter aux besoins de la population. Au Québec, on a vécu la création des régies régionales en 1991, qui sont devenues les agences régionales dans la loi de 2004, et c'était un processus résolument tourné vers la décentralisation du système de santé pour répondre aux besoins de la population. Ici, avec le projet de loi 10, on est dans une optique de centralisation. Centralisation d'abord régionale, parce que ce ne sont pas les agences régionales qui disparaissent dans ce projet de loi-là. Ce sont les établissements locaux qui disparaissent dans ce projet de loi-là. Et les centres de décision deviennent très loin des populations locales. Dans une région que je connais bien, comme l'Estrie, la décision pour les services de santé au Lac-Mégantic ou à Richmond va être décidée à Sherbrooke, très loin des préoccupations des citoyens. Qui fera l'arbitrage? Avant, les agences régionales étaient un lieu d'arbitrage où on arbitrait les besoins des uns avec les demandes des autres pour en arriver à un consensus au niveau régional. Cet arbitrage-là va devoir se faire à l'intérieur des organisations, par des conseils d'administration qui ne sont pas représentatifs, ils ne sont pas prévus comme étant représentatifs de l'ensemble de la disparité régionale. Troisièmement, il y a une perte importante d'identité des établissements. On a des établissements qui ont des vocations ethniques, vocations linguistiques, vocations religieuses, des vocations au niveau ruralité, urbanité, de milieux défavorisés. Toutes ces identités-là vont être perdues dans un regroupement au niveau régional. Et on sait, par plusieurs études, que la vitalité de la culture locale est un gage de l'adaptation des établissements, des organisations et de la performance des organisations. Autre perte importante, c'est le sentiment d'appartenance du personnel, la culture du personnel par rapport à leur organisation. Et ça, on l'a vu en 2004 avec la création des C3S, où il y a eu beaucoup de pertes d'identité culturelle, des gens qui appartenaient à la culture des CLSC ou à la culture des établissements d'hébergement, au profit d'une culture qui se rapproche beaucoup plus de la culture hospitalière. Donc, la loyauté organisationnelle, encore une fois, est un gage de motivation du personnel et est un gage de performance, et ça, il y a plusieurs études qui l'ont démontré. Finalement, il y a une perte de leadership au niveau local. Le leadership local à Lac-Mégantic, à Richmond, à Gaspé, c'est un élément extrêmement important pour la cohésion de la communauté. Et ça, la création des CIS va faire perdre ce leadership local. Autre élément, en ne créant qu'un seul établissement, on perd la diversité des établissements. Lorsqu'on veut passer à un financement d'activité, par exemple, et comparer des performances d'établissements et prendre comme modèle certains établissements qui ont une meilleure performance, en perdant la diversité des établissements, on perd cette capacité de trouver des modèles plus performants sur lesquels les autres établissements peuvent s'aligner. Et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important en termes de gestion. Cette centralisation-là va de toute façon, augmenter l'hospitalocentrisme des organisations. On l'a vu avec la réforme de 2004, où cette réforme-là a renforcé le rôle de l'hôpital. On l'a vu au niveau de l'attribution budgétaire, dans les préoccupations, dans les décisions. C'est l'hôpital qui occupe la priorité. Et le maintien à domicile et l'hébergement, il y a des données très solides là-dessus, ont été les parents pauvres de cette centralisation.
Alors, dans le groupe des parents pauvres, on va intégrer maintenant la jeunesse, la santé publique, les gens en déficience physique, déficience intellectuelle et tous les autres groupes qui ne sont pas dans cette vision hospitalo-centrique. Et le vieillissement de la population commande de se décentrer de l'hôpital, de se centrer sur la personne qui vit avec des maladies chroniques pendant une longue période de temps et qui doit recevoir des services variés qui sont beaucoup mieux donnés de façon plus efficace et efficiente dans la communauté qu'à l'hôpital. L'hôpital étant une ressource lourde et coûteuse pour répondre à des situations aiguës, mais surtout pas pour bien suivre des maladies chroniques dans un contexte de vieillissement de la population. Une partie du rôle des agences va être centralisée dans les mains du ministre, dans les mains du ministère. Et là, loin de diminuer la bureaucratie, il faudra qu'il y ait un transfert de bureaucratie des anciennes agences vers le ministère. Parce que le ministère devra créer une direction des affaires régionales pour être capable de faire les arbitrages qui étaient faits auparavant par les agences régionales et au niveau du ministère, qui devront être faits par le ministère lui-même, puisque les PDG d'agences qui autrefois étaient autour d'un comité de direction ne seront plus là pour défendre les budgets régionaux. Et ces arbitrages-là vont se faire à Québec, loin des préoccupations locales, encore une fois, avec un risque d'interférence politique extrêmement important. Le projet de loi 10 est aussi un recul dans la participation du public. Avec la prépondérance des maladies chroniques, on doit développer l'engagement du patient, le rôle du patient partenaire, non seulement dans la définition de son plan de traitement, mais aussi dans la gouvernance des établissements. Le projet de loi 127, en 2011, consacrait ce principe de l'engagement du patient dans la gouvernance des établissements avec la nomination de personnes indépendantes élues par la population sur les conseils d'administration, sur les comités d'usagers et de personnes cooptées, avec la mise en place d'un forum de population. Vous allez me dire, ça n'a pas vraiment été mis en place, sauf dans 2 régions au Québec, mais le forum de population était, dans la loi de 2011, un outil extrêmement intéressant au niveau régional pour qu'on puisse définir les orientations régionales des agences. Alors, dans le projet de loi 10, comme vous le savez, les membres du CA vont être nommés par le ministre, d'abord, selon leurs compétences de gestion, non pas selon leur représentativité de la population. Et ces nominations-là vont être sujets à l'arbitraire et, encore une fois, à certaines interférences politiques. Il y avait des interférences politiques dans la nomination des conseils d'administration d'établissements auparavant. Imaginez maintenant, alors que c'est le ministre qui nomme. L'autre élément de ce projet de loi-là, c'est qu'il va à l'encontre de l'intégration. Au contraire de sa prétention, on sait que dans la loi, on veut améliorer l'intégration des services. On sait très bien que l'intégration fonctionnelle des services nécessite une décentralisation des structures, une flexibilité locale, et on sait très bien que l'intégration structurelle n'est pas un gage de l'intégration fonctionnelle. Et il y a 2 études qui l'ont démontré. L'étude de Louis Demers de l'ENAP en 2002 qui a examiné les fusions dans le contexte de la santé mentale et qui a montré que les fusions n'étaient pas un soutien à l'intégration fonctionnelle. Et les réseaux intégrés de services pour personnes âgées qui se sont implantés de 2005 à 2014 ont vu un retard dans l'implantation dû à la réforme de 2004 qui avait pour but d'intégrer structurellement les établissements. Alors l'INSPQ, dans son rapport sur l'implantation des réseaux intégrés de services pour personnes âgées, a bien montré que la réforme de 2004 a été un frein à la mise en place du réseau intégré. Et dans ces périodes de transition qu'on va vivre actuellement et qu'on a vécues entre 2004 et 2008, les organisations continuent à fonctionner en silo à l'interne et négligent les autres partenaires, ce qui est extrêmement dommageable pour la mise en place d'un système intégré. Finalement, d'autres impacts à prévoir de cette centralisation, une perte des services de proximité. Paul le mentionnait, dans un souci d'efficience, les organisations que sont les CIS
vont vouloir avoir des masses critiques de personnes pour maintenir des services à la population. Et ça risque de fermer des points de service dans des communautés plus excentriques ou des communautés rurales et d'avoir comme effet des concentrations de services. On l'a vu avec le Mouvement des Jardins, certaines autres organisations qui, dans un but d'efficience, ont fermé des succursales et ont demandé à la population de se déplacer pour que les organisations puissent être plus efficientes. On va aussi assister à une centralisation de la main-d'œuvre. Vous savez, il y a un effet centripète de la main-d'œuvre. Lorsqu'on crée des grosses organisations, les gens de Lac-Mégantic ont beaucoup plus tendance à vouloir se rapprocher de Sherbrooke que les gens de Sherbrooke de s'en aller travailler à Lac-Mégantic. Et cet effet centripète-là va accentuer les pénuries dans les régions limitrophes, dans les régions plus périphériques, avec, dans ces régions-là, une perte d'expertise locale importante, une perte aussi de leur leadership. Le directeur général de l'établissement local, là, il ne sera plus là à Lac-Mégantic, à Richmond, à Wheaton. Il va être à Sherbrooke. Il y a une perte dans ces communautés-là, avec une perte économique parce que ces gens-là contribuent à la vitalité économique. Souvent, l'établissement de santé, c'est le plus gros employeur dans ces communautés-là. Et il y aura donc une dévitalisation des territoires et dans une perspective d'une occupation dynamique des territoires, je pense que ce projet de loi-là va complètement à l'encontre de ces orientations. Finalement, l'implantation de cette réforme-là est vouée à l'échec parce qu'il y a peu d'adhésion des dirigeants et des gestionnaires actuels. Bien sûr, ils sont muselés puis ils ne parlent pas contre la réforme parce que leur nomination dépend du ministre, mais ils ne sont pas engagés dans cette réforme-là. Et je pense que ce peu d'adhésion-là n'est pas un gage de succès. Comme l'a dit Damien, il y a une période de transition qui a un coût d'opportunité, un coût d'implantation qu'on n'a pas estimé, mais surtout un coût d'opportunité, parce que les énergies des organisations vont être dédiées à la fusion et non pas à l'innovation et à l'amélioration de la qualité. L'impact sur les coûts, le ministre soulevait 220 millions. 220 millions, écoutez, sur 32 milliards de budget de la santé, c'est rien. Pendant les 2 ans où j'ai été en poste, on a coupé de 450 millions les coûts administratifs du système. 450. Et là, on pense peut-être être capable de générer 220 millions d'économies. Moi, je pense qu'avec des actions au niveau de l'amélioration de la performance, il y a beaucoup plus de chances de succès de pouvoir diminuer les coûts du système de santé ou encore de pouvoir les maintenir qu'en se lançant dans des réformes structurelles qui n'ont pas de base scientifique, qui sont vouées à l'échec et qui auront un coût d'implantation et surtout un coût d'opportunité important. Je vous remercie beaucoup. Merci, Régent. Alors, on va poursuivre avec la présentation de François Bélan, qui, comme Paul Lamarche, ont une grande expérience. C'est pas celle-là, mais t'en as... Ah oui, t'en as une. Eh bien, bouge pas. Qui a donc une expérience de la fonction publique. OK. Ici. Non, je sais. Il faut qu'il tape sur le bon. Voilà. OK. On va parler de bureaucratie, je pense. Oui, c'est ça. Premièrement, et malgré les lois de la complexité, j'ai 2 petites lois simplettes, la simplexité, qui ont été vérifiées aujourd'hui. Premièrement, vous avez vu que mon nom était en haut de la liste des conférenciers, il est rendu en bas. C'est la petite loi connue, la loi biblique, n'est-ce pas? Les premiers seront les derniers. Et puis aussi, il y avait une autre petite loi au Québec. Je crois que le Québec souffre d'une maladie chronique. Le ministère de la Santé souffre d'une maladie chronique que j'appelle la structurite chronique avec des crises aiguës. Et dans ma théorie, dans ma loi, les crises chroniques arrivaient tous les 10 ans. Lors de la dernière élection, quand j'ai vu que la CAQ proposait d'abolir les régions, j'ai dit, voilà, la CAQ va être élue, c'est certain en fonction de ma loi, même si les sondages ne l'indiquaient pas. Et la CAQ va être élue, puis on va avoir notre réforme tous les 10 ans. Les libéraux ont été élus, j'ai dit, merde, ma loi ne marche pas. Ben non! Ça marche! Et non seulement ça marche, mais je crois que la seule chose que l'on peut dire sur l'avenir du système de santé au Québec actuellement en ce qui concerne la loi, et malgré toute la bonne volonté qu'on peut avoir sur faire en sorte que ce projet-là marche le plus possible, ne fasse pas trop de dommages, la chose que l'on peut conclure avec une absolue certitude, c'est que ma loi va se vérifier et que dans 10 ans, on aura une réforme structurelle qui va défaire complètement ce que le ministre Barrette a fait. C'est la seule chose qui me contente actuellement en ce qui concerne l'avenir du système de santé au Québec. Bon, voilà.
Alors, ça marche avec ça ici. Bon, alors, les données de Provence, et puis le sort d'une expérience de centralisation, j'ai réussi à me rendre jusque-là. Entre autres, le cas d'Alberta. Parce que ce que le ministre fait, l'Alberta l'a fait en 1994. Alors, premièrement, les données probantes, il n'y en a pas de données probantes. Et je me suis posé la question à savoir, bon, il y a un discours très populiste, n'est-ce pas, que le ministre a employé, que l'ensemble, qui court dans le système, que la bureaucratie est épouvantable, elle est très lourde, on ne contrôle pas les coûts de la bureaucratie, on met énormément de l'argent là-dedans, il faut donc couper 220 millions, il faut aller chercher chez les bureaucrates. Bon, voilà. Alors, première chose, je me suis demandé, très bien, quelle est la part des dépenses en santé attribuables aux fonctions nationales, essentiellement le ministère, et puis les agences régionales. J'ai pris ces données-là dans les comptes de la santé du ministère. Alors, fonctions nationales, alors ici, ce sont les pourcentages. Vous voyez, le ministère, en fait, depuis, et puis c'est les coupures, et on voit qu'il y a eu des coupures très importantes ici au cours des années. Donc, effectivement, comme dit Régent, on n'a pas besoin de ce genre de loi-là pour diminuer les coupures. Ça a passé de près 1,8 à 1,2, c'est presque le tiers, n'est-ce pas, des dépenses qui étaient dans la mission, dans les fonctions nationales qui ne le sont plus. Encore une fois, c'est seulement le ministère. Les régies régionales, vous voyez, il suffisait de continuer comme ça pendant quelques années, et puis ils allaient disparaître comme ça. Ils étaient sur une pente très, très dangereuse. Il n'y a pas d'urgence, hein, quand on regarde ces chiffres-là, il n'y a vraiment pas d'urgence. Ensuite aussi, ici, vous avez le pourcentage de dépenses administratives générales de la dépense gouvernementale de santé. Vous avez 3 cas. Vous avez l'ensemble des provinces canadiennes. Vous avez l'Alberta, puis vous avez le Québec. Évidemment, quand j'ai vu l'Alberta ici, puis j'ai vu le Québec ici, avec les bulles, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai appelé Alicis. J'ai revisé les documents tendance nationale, de chacune des années, parce que pour savoir vraiment ce qui se passe, il faut vraiment connaître et lire la littérature passée. J'ai lu les documents de 2003, 2004, etc. J'ai téléphoné. J'ai demandé, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui se passe ici? Parce qu'il y avait toutes sortes de remarques de l'ICIS qui nous disent que ces chiffres-là ne sont pas très, très fiables. N'est-ce pas? Alors, sauf la seule chose qui est fiable, regardez ce qui se passait en 1975, les dépenses, la tendance générale, qu'est-ce que c'est la tendance générale dans l'ensemble du système? C'est une diminution générale des dépenses d'administration, des dépenses de gestion. Maintenant, dans les 6, il faut faire très attention parce que ces données-là ne concernent que les dépenses d'administration générale, c'est-à-dire que ça exclut les dépenses des établissements. Ce sont les dépenses des ministères, les dépenses des régies régionales ou toutes les agences régionales et les dépenses des agences de paiement de médecins comme la RAMQ, etc. Tout ce qui concerne les établissements, c'est pas là. Alors, il faudra aller chercher ce qui se passe dans les établissements. Mais on voit que les fonctions générales, ça baisse et ça ne représente plus qu'entre 1 et 1 des coûts. Alors, tous ceux qui pensent, n'est-ce pas, que les agences régionales, les ministères, c'est vraiment affreux, c'est une horreur dans notre système, en fait, ils ne l'ont pas du tout, je ne sais pas du tout, ils sortent ce genre de choses-là. Et évidemment, c'est les politiciens sont ceux qui, et probablement quelques journalistes aussi, sont ceux qui sont hautement coupables. Maintenant, en ce qui concerne donc les parts des dépenses en personnel attribuables aux cadres administratifs, prestataires de soins, sauf les médecins, parce qu'ils sont à l'extérieur, au Québec. Donc, c'est les dépenses en personnel. Alors, on voit ici, vous voyez, c'est les prestataires de soins. Alors, donc, les infirmières, etc., tous ceux qui sont payés à l'intérieur du système, représentent à peu près 80% des dépenses de personnel dans le système. Ce sont donc des producteurs de soins. Autrement dit, à peu près 80% des dépenses de personnel, sauf les médecins, à l'intérieur du système, ce sont des producteurs de services. Est-ce qu'il y a un scandale là? Et ici, vous avez le personnel de gestion, sauf les gestionnaires. Et ici, vous avez les cadres. Les cadres, c'est à peu près 9%. Le personnel de gestion, c'est à peu près 13%. Et c'est très stable, ça varie. Est-ce qu'il y a urgence? On ne le voit pas. Maintenant, en ce qui concerne dépenses, même chose, même items, mais par rapport aux dépenses de santé, les cadres, vous voyez, c'est à peu près 4,5. Les personnels de gestion, c'est à peu près 5%. Donc, on les additionne, ça fait alentour de 9%, 9,6% à peu près. Moins que 10% en ce qui concerne la gestion. Et ici, ça comprend, ça exclut, ces chiffres-là excluent uniquement le ministère, mais tout le reste est inclus. Alors, ça coûte à peu près 10%. C'est trop cher, c'est pas trop cher? Cherchez-moi, mais il n'y a pas vraiment d'évolution en ce qui concerne le temps. Alors, où est l'urgence d'intervenir, tout d'un coup? J'avoue que
c'est très difficile sur la base des données de dire quoi que ce soit. Alors, la question, en fait, a-t-on trop de gestionnaires, n'a absolument aucun intérêt. C'est une question qui est purement populiste, qui ne veut strictement rien dire, qui n'explique rien, qui n'apporte rien au débat. Et en fait, ce qu'il faut se demander, un peu comme dit Paul, quelle est la mission de la gestion? Quel objectif vise-t-on? Quelle expertise a-t-on besoin? Qu'est-ce qu'on veut faire avec le système et quel genre de gestion est-ce que l'on a besoin? Et en fait, quand on regarde, et on peut faire une expérience de pensée très, très intéressante, je crois, c'est que le ministre a annoncé aussi le financement des hôpitaux et des autres secteurs, de l'activité par activité, financement par activité. Alors, imaginez-vous que l'hôpital, qui est une composante du CIS, va avoir, lui, un financement spécial, un mode de financement spécial pour ses activités. Comment est-ce que le CIS va administrer ça à l'intérieur de son paquet? Il va avoir donc une fonction très spéciale qui va être administrée, qui va être gérée, qui va être financée d'une façon très, très spéciale. Comment est-ce que cette unité-là va faire comment est-ce que le CIS va faire pour gérer ces activités-là, gérer son financement et faire en sorte qu'il y ait, évidemment, soi-disant, intégration aux autres activités? Ça me dépasse. Mais une chose qu'il faut se poser, c'est dans le contexte actuel, où on veut économiser sur les bureaucrates, on veut économiser sur l'administration, on veut économiser sur les experts, etc., et surtout pas les mettre à l'intérieur du CIS, mais les mettre au ministère, on va se demander, la question se pose, quelle sera la capacité des CIS, puis de la composante hospitalière, de gérer et financer leurs activités par ce mode de financement. Et quand on pense d'une activité, de financement par activité, ça veut dire qu'il faut que localement, les gens soient capables de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital, quel est l'impact des différents mouvements de patients, quel est le rapport entre les différents types de patients qu'on reçoit et le financement que l'on recevra par activité, et etc. Puis après ça, évidemment, pouvoir s'adapter continuellement. Ça demande une source d'information énorme, ça demande une grande expertise locale. La gestion, actuellement, la réforme va exactement dans le sens contraire, c'est-à-dire d'enlever effectivement au CIS, c'est ce qu'on peut percevoir, d'enlever au CIS la capacité de gestion. En fait, le financement par capacité implique un accroissement du nombre du personnel de cadre et du personnel d'administration. C'est ça que ça demande. Peut-être que ça vaut la peine dans la mesure où la somme est plus efficace, mais ça veut dire que l'administration va prendre un plus grand morceau du budget total. Peut-être pour amener plus d'efficacité, ça, c'est une discussion qu'on n'aura pas aujourd'hui. Alors, quelle est donc la capacité, de quelle capacité de décision doivent être pourvus les CIS pour administrer ce genre de choses? Il y a là une contradiction fondamentale. Et ce qui va arriver, je suis absolument persuadé de ce qui va arriver, c'est qu'on va réussir à corrompre totalement le financement par activité au Québec. Parce que ça, étant donné que le financement par activité génère énormément de données, ça va être absolument merveilleux pour le ministre. Pour le ministère. Les données vont aller directement au ministère et le ministère va avoir à ce moment-là un flou de données avec lesquelles, évidemment, il ne saura pas quoi faire, mais avec lesquelles il va savoir faire une chose, c'est-à-dire dire aux hôpitaux puis aux CIS quoi faire. En fait, on va exactement arriver à l'effet totalement contraire de ce que l'on espérait en mettant sur pied ce mode de financement dans la structure que l'on a. Pour y aller très rapidement, moins de bureaucrates et plus de bureaucratie. En 1994, l'Alberta fusionne tous les établissements en 17 entités régionales. Et puis, c'est l'apothéose. Le ministre n'a pas réussi à aller jusque-là, n'est-ce pas? On fusionne toutes les 17 entités dans Alberta, c'est-à-dire dans une organisation, l'Alberta Health Services, un genre de hydrosanté. C'est un peu comme ça, avec hydrosanté. Le ministre n'a pas été jusque-là jusqu'à aujourd'hui. Mais en 2013, le ministre de la Santé demande à Mme Davidson, membre du conseil d'administration, Alberta Health Services, d'examiner la réforme et de faire des recommandations. Très intéressant. Ce que ça dit, c'est que quand on centralise, les obligations, les débats se font sur les intérêts de ceux qui administrent la centralisation du système. Et là, ces débats-là sont évidemment pas les débats des gens qui donnent les services qui sont appliqués. Alors, l'hypercentralisation mène l'administration générale à s'éloigner des préoccupations du terrain, dit Mme Davidson, entre autres de la dimension clinique de la prestation des soins, pour se concentrer sur l'aspect politique et corporatif de l'entité. C'est exactement ce qui va arriver. Les CIS, c'est ce qui va arriver, et ça va être renforcé par le ministère. Et les prétentions d'intégration clinique du ministre, en fait, sont une illusion pure et simplement. C'est du langage purement et simplement. La gestion va se concentrer sur les crises.
Évidemment, ce genre de trucs-là, ça fonctionne dans les crises. D'ailleurs, il y en a qui sont des spécialistes des crises, ils aiment ça, mais là, ils vont en avoir plein. La préparation de documents internes, l'évitement de problèmes concrets des établissements, le développement d'une expertise abstraite éloignée des réalités de la prestation des soins. Les centres de décision et d'expertise se concentrent dans l'appareil central plutôt que se situer dans les établissements auprès des prestataires de soins là où sont nécessaires, quand je vous parlais tantôt du financement par activité. Les outils, les habilités, connaissances nécessaires à la gestion innovante des services cliniques sont détournés au profit d'exercices de reddition de comptes. Le ministère est bien bon là-dedans, vous savez, les contrats, là. Moi, je dis du conseil d'administration de CHSLD. Les fameux tableaux de bord du ministère ne servaient strictement à rien à l'administration, ça servait au ministère. Mais pour l'administrer, là, localement, ça ne servait à rien. Ça va continuer comme ça. Et finalement, plutôt que de favoriser une gestion dynamique, l'hypercentralisation transforme la gestion en processus bureaucratique. C'est donc avoir moins de bureaucrates pour avoir plus de bureaucratie. Je vous remercie. Ah, tu fais bien ça comme dernier. Bravo. On a l'occasion maintenant de prendre des questions des gens d'ici, mais avant de vous passer la parole, je vais profiter de l'occasion que j'ai la parole pour poser une question de relance. Pour intervenir, vous, soyez, faites comme habituellement, vous levez la main, puis j'attribuerai la parole au fur et à mesure. Alors, toutes les questions également sont actuellement transmises en direct sur le web, donc incluant visuellement votre participation. Je le précise. Alors, on va y aller. Ma question, au fond, on pourrait prendre tout ce qui a été dit par différents plans. Mais ce qui est clair, c'est que moi, je me rappelle de résultats de recherche qui montrent qu'il est assez difficile d'implanter des transformations à cause le palier régional a souvent été mis en cause dans sa capacité de soutenir le local ou dans son rôle malhabile entre le national et le local. Et donc, faire partir ce palier régional, qui peut-être devient toujours existant, mais donc retransformé dans le cadre d'un 6, mais cette idée qu'on arrive avec 2 paliers, n'est-ce pas une invention intéressante, une possibilité d'amélioration? Damien. C'est une illusion amusante. Je pense que le diagnostic, puis là encore je fais de la projection, mais je pense que le diagnostic que pose le ministre, c'est de dire dans le passé, ça a été extrêmement difficile de réformer le système de santé. Pour une raison, je pense, qui est assez simple, c'est un système qui est énorme et qui a une dynamique propre qui est extrêmement puissante. Donc, a priori, malgré les réformes, puis même quand on essaie de faire le pire du pire, parce que le système est obligé de continuer à donner des soins, parce que les professionnels ont pas mal d'autonomie, et parce que la fonction, on ne peut pas la changer, ben, le système continue pas mal pendant longtemps dans la même direction. Finalement, on l'affecte à la marge. Et là, on a un ministre qui se dit, moi, je ne veux pas l'affecter à la marge, je veux l'affecter complètement, je veux tout décider. Une illusion, parce que ça ne marchera pas. Mais c'est comme ça une volonté de contrôle. Est-ce que ça changera la dynamique? Non. OK, mais moi, ce que je dirais, dans le fond, ce que la logique nous impose dans le système actuel, la façon dont c'est fait, c'est qu'on veut de l'homogénéité, tout le monde pareil. Quand les gens ne sont pas pareils, on a de la difficulté à comprendre pourquoi il y a de l'hétérogénéité. Puis dans le fond, souvent, l'hétérogénéité est nécessaire et essentielle justement pour adapter les services à des contextes relativement différents. Cette hétérogénéité-là, souvent est perçue comme étant une anomalie. Il faut être capable de le faire. Et moi, pour répondre à ta question, j'aimerais ça qu'on remonte un peu plus loin. Quand il y a eu une vraie décentralisation au Québec, quand effectivement les régions avaient une possibilité d'allouer les ressources, avaient une possibilité d'initier des projets. Là où effectivement ce que tu dis est vrai, c'est quand on a diminué de plus en plus l'autonomie des régions, à un moment tu dis que c'est plus nécessaire. D'ailleurs, c'est l'Institut de la gouvernance des organisations privées publiques qui disait que les pouvoirs que le ministre donne au conseil d'administration, on les enlève. Ils n'ont pas de pouvoir réel. Si c'est uniquement les pouvoirs de gestion des ressources, ça peut être fait par les gestionnaires. Le conseil d'administration, c'est plus ce qu'on appelle la gouvernance, c'est toute l'orientation pour l'adaptation à des contextes. Si ça est enlevé, on n'a pas de besoin. Je ne pense pas qu'il faut l'enlever. Je pense qu'il faut le mettre justement avec une mission beaucoup plus grande, d'allouer les ressources, d'organiser les services, pas en fonction de la centralisation de ce qui est délégué par le ministre, en fonction de la perception de ce qui est besoin par la population. Puis c'est pas uniquement en termes de besoins, c'est en termes de ressources. La dynamique, la complémentarité qui existe avec les organisations de territoire varie d'un territoire à l'autre, qui est obligé d'adapter ces éléments-là. Donc, si je réponds à ta question, à mon avis, plus on centralise la décision, moins le palier régional est important. Et à mon avis, il est fondamental parce qu'il faut décentraliser la décision si on veut justement atteindre la finalité externe des organisations et non pas la finalité interne.
Mais pour atteindre plus d'efficacité, parfois, il faut avoir un meilleur contrôle sur les ressources. Il faut pouvoir diriger. Là, je fais l'avocat de... Je dirais pas du diable, mais je fais l'avocat de... Le ministère a une vision. Qu'est-ce qu'on va atteindre? Savez-vous qu'est-ce qu'on va atteindre par le système? Comment voulez-vous que les gens à la base puissent gérer en fonction de l'atteinte du projet collectif quand il n'y en a pas de projet collectif? Donc, effectivement, ils s'organisent en fonction de leurs propres intérêts relativement locaux. Donc, pour moi, il y a deux choses majeures. Un, c'est la vision. Il faut avoir une vision forte de ce qu'on veut que le système ait. Puis il faut que ce soit par rapport à la population qui est faite. Premier élément. Deuxième élément, l'alignement des intérêts. Le mode de rémunération est là qui est incompatible avec la dynamique qu'on veut régler. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On essaie de tout contrôler sans changer la cause. Ça va donner les résultats qu'on connaît. Et je ne vise pas uniquement la rémunération à l'acte. Je parle de l'alignement des intérêts. Imaginez-vous, comme ça a été mentionné, le financement par activité. Imaginez l'alignement des intérêts du financement par activité des hôpitaux dans un CIS où il y a des personnes handicapées, des jeunes en difficulté d'adaptation. Ça va être le, je ne vais pas dire le bordel, non, la cacophonie. OK, fondamentalement. Donc, à mon avis, c'est plus structure qu'il faut regarder. C'est les acteurs. Puis comment on peut aligner les intérêts des acteurs pour qu'ils s'auto-organisent en fonction de la réalisation du projet collectif. C'est une façon complètement différente. On ne décrète pas. On fait converger de l'auto-organisation. Vision, alignement des intérêts. Est-ce que les agences régionales avaient une efficience optimale? Ma réponse, c'est non. Mais le problème qu'on avait au Québec, c'est une confusion des rôles. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'exercice pour préciser le rôle des agences versus le rôle du ministère. Et ce travail-là était en train de se réaliser pour qu'on puisse définir quels sont les rôles et quel est le pouvoir des agences dans la définition des grands programmes de santé et de services sociaux du ministère, quel est le rôle des agences dans l'adaptation, dans le contrôle, dans l'implantation. Et ce travail-là est en train de se faire. À mon avis, les agences étaient perfectibles, mais là, on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on les élimine, mais on les élimine pas, on augmente leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont un pouvoir de prestation de service, en plus du pouvoir qu'ils avaient de pouvoir faire l'organisation régionale. Là, on leur donne un rôle de prestation de service. Alors, loin d'améliorer la clarté de leur rôle, ça va complexifier leur rôle encore davantage. C'est bon. Bon, Paul a dit qu'il y a plusieurs solutions, il n'y en a pas une seule. Là. Et, bon, le Québec, avec 7 millions d'habitants, c'est à peine une région de France. Là. C'est une sous-région française. Alors, on pourrait effectivement imaginer un Québec sans région, à la condition que ce soit décentralisé, etc. C'est pas absolument nécessaire. Maintenant, si on veut avoir des régions, il peut y avoir de très très bons arguments avant d'avoir des régions pour toutes sortes de raisons. Mais ce serait peut-être bon qu'on se rappelle de notre histoire et qu'on relise certains textes fondamentaux. La commission Castonguay-Neveu, celle des années 60-70, avait proposé 4, en fait 5 régions. On en proposait 4 parce qu'il y avait 4 universités, et on prévoyait la création d'une 5e. Castonguay avait proposé 3, il y avait juste 3 universités à l'époque. Ah ouais, mais il y en proposait... Non, il y avait l'UQAM. Il y en avait 4. Il en proposait 5 parce que la commission prévoyait... parce que la commission prévoyait une nouvelle faculté de médecine à Laval. Oui. Il y en avait 5. Mais regardez les fonctions qui étaient données à l'époque. Les fonctions des régions, c'était vraiment orienté vers la connaissance des terrains. C'est pour ça qu'on exigeait qu'il y ait une faculté de médecine avec une école de santé publique qui était pour connaître le terrain. Et les orientations étaient évidemment une orientation de planification. Donc, quels sont les besoins, comment est-ce qu'on peut organiser, et aussi d'aide, parce qu'il y avait une aide de conseil aux établissements. Il ne faut pas oublier qu'il y avait, dans la commission proposée à ce moment-là, ce qu'on appelait des CLS, et non pas les CLSC. Les CLS étaient des centres locaux de services. Et tous les services, en fait, la médecine de première ligne devait être là, donc territorialisée, un peu comme en Espagne dans les zones de Basilica de Salud à l'époque. Alors, il y avait toute une organisation territoriale qui correspondait à des fonctions régionales qui avaient du sens. Alors, si on veut parler de région, il faut se demander quel type d'organisation est là sur le terrain et quel type de mission est-ce qu'on veut que le ministère a. Les régions ont du sens dans la mesure où, effectivement, sur le terrain est très décentralisé et les régions, les organisations régionales, connaissance de terrain, mais aussi si les organisations sont très décentralisées, avec beaucoup de responsabilités vis-à-vis la santé des populations,
À ce moment-là, les régions peuvent être conçues comme étant des organismes d'évaluation, d'appréciation de la qualité des soins et des gestions, avec des pouvoirs de tutelle si ça ne marche pas localement. En fait, on a très mal défini, je pense qu'on a très mal défini le rôle des régions. On leur a donné trop de pouvoir. Et en fait, Marc-Yvan Côté, le fameux ministre, n'est-ce pas, a dit « L'expérience régionale sera un échec si les régions sont des petits ministères. » Les régions étaient des petits ministères. Non. Parce que là, on pourrait refaire l'histoire ou chercher des interprétations différentes de l'histoire. On va éviter ça pour rester sur le P10. Mais retour historique et à comprendre où on est rendu. Vos interventions, je les veux, s'il vous plaît, brèves, parce qu'on a 30 minutes, pas plus maintenant. Puis les réponses également à partir de maintenant. On va commencer par Roxane là-bas. Et ensuite, je vais prendre d'autres. Brièvement, en fait, merci pour votre présentation. C'était très intéressant, surtout d'autant plus que c'est très complémentaire. En fait, moi, j'ai une question. Je vais peut-être faire un peu l'avocat du diable, mais je serais curieuse de vous entendre. Je serais curieuse de vous entendre à savoir qu'est-ce que vous feriez comme recommandation au ministre Barrette pour répondre aux objectifs de Martin Coiteux qui sont de couper dans le poste santé. Poste de santé. Pardon? Oui, je répétais ce que vous aviez dit dans le poste budgétaire de la santé. Bolduc va devoir faire pareil avec l'éducation. Qu'est-ce que vous recommanderiez à Je m'inquiète. Alors, pour moi, la recommandation, puis je vais vous donner ma recommandation à Stéphane Bédard, qui était le secrétaire du Conseil du Trésor. Alors, c'était d'abord de mieux contrôler la rémunération des médecins. Parce que pour les médecins, au cours des 4 dernières années, il y a eu 2 milliards d'augmentation avec une baisse de la productivité. Alors, 2 milliards qui a été vraiment jeté à l'eau. Et je pense que ça, c'est un problème majeur. Deuxièmement, le contrôle des coûts de médicaments, qui est un élément important. Troisièmement, le recentrage du système de santé vers la communauté pour éviter d'utiliser l'hôpital de façon indue comme elle est utilisée actuellement, faute d'un bon suivi en première ligne, faute d'une politique nationale de prévention, faute d'un financement des soins à domicile adéquat. Et je pense qu'avec une approche comme ça, on est capable de limiter l'augmentation des coûts de santé et de passer vraiment à un système de santé du 21e siècle. Damien. Juste en complément, une chose avec laquelle j'étais en désaccord avec François sur oui, l'urgence d'agir. L'urgence d'agir, c'est qu'on a vraiment réussi à achever un niveau de médiocrité dans notre système de santé dans son ensemble qui est de classe mondiale. On sous-estime, puis on finit par s'habituer au fait que rien fonctionne à peu près. La capacité d'aller chercher des économies dans les tests qui sont faits de façon inutile, qui sont dupliqués, l'utilisation de spécialistes là où on n'en a pas besoin, l'utilisation de technologies invasives, intensives pour des gens qui sont en train de mourir. On sous-estime à quel point on dysfonctionne là-dessus, mais on dysfonctionne de façon colossale. Et là encore, les solutions ne vont pas se trouver au niveau d'un ministère qui va aller contrôler quel spécialiste utilise quoi. Le contrôle, il va se trouver au niveau clinique, de donner un pouvoir aux gens qui sont sur le terrain, de s'organiser entre eux, et de mettre en place au niveau central des incitatifs qui poussent les gens dans la bonne direction. Et là-dessus, il ne faut pas sous-estimer le potentiel qu'on a. On est vraiment mauvais, c'est-à-dire à partir de maintenant, juste une régression vers la moyenne nous amène vers l'amélioration. C'est percutant comme façon de dire. Je pense que Régis voulait parler. Je vais juste dire ensuite, ce serait vous, puis ensuite, ce serait Alain, puis David. Oui, évidemment, merci à nos conférenciers. Je connaissais déjà pas mal les arguments. Je vais reprendre un argument populiste utilisé par le ministère aussi concernant la bureaucratie et les économies. On dit qu'il y a actuellement 182 établissements dans le réseau de la santé et on va passer à 28. Imaginez le nombre de cadres qu'on va réduire. Donc, on va réduire la bureaucratie, on va réduire... Puis même, c'est un argument qui a été utilisé par le ministère, dire il va y avoir seulement 28 rapports annuels au lieu de 182. On va avoir beaucoup moins de DG. On va réduire de 182 à 28. Et puis des DGA, puis des directeurs des finances, puis toute la bureaucratie dans chaque établissement, on va la réduire de 182 à 28. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu t'imagines le nombre de personnes dans chacun des 33 CIS qui devront travailler annuellement et pendant toute l'année pour produire les futurs rapports annuels que le CIS devra remettre au ministère. Rien que ça, tu vas combler toutes les tâches administratives, tu vas tout récupérer ta bureaucratie. Mais c'est inimaginable. Et non seulement ça, mais après ça, il va falloir qu'à l'intérieur des CIS, là, il va falloir qu'ils équilibrent leur propre, je ne sais pas comment ils vont le faire, là, surtout avec si on multiplie les modes de financement,
Imagine-toi multiplier les modes de financement. Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les comptables? Combien de comptables va falloir que t'aies qui vont faire les sommes des financements à l'acte, le financement à l'activité de l'hôpital, financement pour l'hébergement qui vont fonctionner de telle façon, financement des services à domicile, financement pour ci, financement pour ça. Et il va falloir qu'ils fassent toute l'équilibre de tout ça. Puis en plus, évidemment, la multiplication des établissements. Écoute, c'est absolument inimaginable, ça risque d'être un capharnaüm. Et la façon que ça s'en va comme ça, regarde ce qui est en train de se passer à Québec et dans la région de Québec, quand actuellement, il y en a qui disent oui, mais ce qui va se passer, c'est que l'urgence de tel hôpital n'appartiendra plus à l'urgence, mais elle va se référer à tel autre CIS, et etc. On nous annonce, pas un capharnaüm, on nous annonce la catastrophe. La catastrophe. Monsieur, c'est impossible. Actuellement, il va y avoir, je prédis, une multiplication du nombre de bureaucrates. L'argument que tu invoques est celui qui a été invoqué dans tous les pays du monde pour centraliser, non seulement dans le système de santé, mais au niveau municipal aussi. Mais la réalité, l'empirisme, montre que ça ne s'avère pas. C'est-à-dire que loin de diminuer le nombre de bureaucrates et de technocrates, ces fusions, qu'elles soient municipales, dans le système de santé ou dans d'autres processus, en fait, augmentent le nombre de bureaucrates. Parce que lorsque tu regroupes dans un même CIS une quantité importante d'établissements, il faut que dans chacun des établissements et chacune des fonctions des établissements, tu aies du personnel cadre, des cadres supérieurs qui puissent décentraliser au moins un certain nombre de décisions et d'activités de gestion. Et donc, on aboutit, en bout de ligne, à avoir une organisation monstrueuse qu'on contrôle moins bien et où les cadres peuvent proliférer davantage que le personnel clinique. L'élément que je dirais là-dessus, moi, j'aimerais ça qu'on définisse c'est quoi la bureaucratie. J'ai l'impression qu'on le rend synonyme au gaspillage. Qui c'est qui est d'accord avec du gaspillage? Personne. Fondamentalement, il faut couper le gaspillage. Mais je pense qu'il faut refaire le débat de dire c'est quoi la bureaucratie. Puis si la bureaucratie, c'est tout ce qui n'est pas clinique, mais il y a une partie de bureaucratie qui est essentielle pour le support du clinique. Et plus que ça, si on la coupe, c'est le clinique qui va être obligé d'assumer les fonctions. On va enlever la fonction clinique. Et ça, c'est la littérature qui démontre ça. Je peux te mentionner là-dessus. Donc, ce caractère-là, pour moi, est important. L'autre élément que je te dirais, pour l'avoir vécu au ministère, c'est quand tu centralises, puis tu as une demande d'une région pour avoir un appareil. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, envoie-moi un rapport. Bien, ça prend du monde pour le rapport. Oh, ben non, je vais envoyer un fonctionnaire pour voir ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance de la réalité locale pour être capable de dire que c'est correct. Donc, plus tu distances la réalité du preneur de décision, plus ça prend des rapports, plus ça prend des fonctionnaires. Puis ça, je l'ai vécu à tonnes, puis c'est fondamental là-dessus. Donc, pour moi, ça, c'est du populisme, c'est des éléments. C'est comme, on va enlever le gaspillage. Ah, il faut faire le ménage. Qui c'est qui est d'accord pour une maison propre? Une maison sale. On va faire le ménage. Mais moi, j'aimerais ça savoir, avant de faire le ménage chez nous, qu'est-ce qu'ils vont jeter pour la lampe propre? Peut-être ça sera pas par rapport à ces éléments-là. Donc, c'est des caractères que j'appelle ça de la démagogie. Fondamentalement de la démagogie sur ces éléments-là. Et je trouve qu'on a un rôle d'analyser ça. Puis l'expérience de la bureaucratie, puis je ne suis pas d'accord pour augmenter, pour rien. Mais écoutez, François démontre 9 %. On est reconnu, il y a eu une étude, c'était dans, je pense, Health Affairs. On est le pays dont les dépenses de cadre sont les plus faibles dans les pays de l'OCDE. Écoutez, moi je dirais, savez-vous ce que je dirais? C'est pas gérer le système parce qu'on n'investit pas assez dans la bureaucratie. Donc, tu peux avoir des éléments complètement différents de ce niveau. On est parmi les plus bas. Donc, c'est fondamentalement de la démagogie, de l'orientation, puis de dire qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, de définir plus précisément là-dessus. Mais c'est clair que plus on centralise, plus ça va prendre. Moi, je postule que le nombre de fonctionnaires au ministère va doubler avec la disparition des agences. Pourquoi? À cause de la distance entre la réalité qu'on veut régler puis la preneur de décision. Plus la distance est grande, plus ça prend des gens qui vont faire l'analyse parce qu'ils ne connaissent pas concrètement la réalité du terrain. Mais la CAQ va être élue juste après, puis elle va... Mais là, on fait le ménage. Ah ben, ça va faire le ménage que François disait après. En fait, on fait le mauvais diagnostic. On fait le mauvais diagnostic. Pour moi, si le système ne fonctionne pas, c'est pas à cause de la bureaucratie. Il y a des problèmes fonctionnels beaucoup plus importants que ça, puis Damien en mentionnait quelques-uns, puis on pourra en donner d'autres. Alors, si on fait le bon diagnostic, pour moi, on pourrait apporter le bon traitement. Mais pour moi, de couper la bureaucratie, c'est pas le bon traitement, parce qu'on n'a pas le bon diagnostic. Peut-être juste 2 mots. Déjà, effectivement, quand on coupe des cadres, les premiers qui sont en train de se faire flusher, c'est les conseillères cliniques, qui sont des infirmières, qui sont sur le plancher, qui ont une fonction essentielle pour améliorer la qualité, puis on dit « Ah, c'est des cadres, flushez-moi ça ».
c'est dramatique parce qu'on est en train de perdre une expertise là, qui est fondamentale, puis qui, pour le coup, là, c'est du micro et ça donne des résultats. Là, il y a vraiment des gens qui ont évité une maladie nosocomiale parce que là, il y avait quelqu'un qui pratiquait correctement parce qu'en arrière de lui, il y avait une bonne structure professionnelle. Mais plus fondamentalement, ta question, c'est un épouvantail facile, puis on s'excite tous là-dessus, mais ce qui est fou, c'est que s'il y a bien une chose sur laquelle on a des données qui sont au-delà du débat sur cette affaire de projet de loi 10, c'est qu'il n'y en aura pas de diminution du nombre de cadres ou de personnel administratif ou de la structure qui sert juste à faire fonctionner la coordination entre les établissements. Là-dessus, la preuve, elle est... C'est vraiment l'élément sur lequel elle est indiscutable. Il n'y a personne un petit peu sérieux dans le milieu scientifique qui est capable de dire « Oh, on n'est pas sûr ». On est sûr à 300%. Et ce qui est impressionnant, c'est que malgré la robustesse de la preuve là-dessus, je pense qu'on peut dresser un portrait d'échec en termes de notre... comme chercheur, comme professeur. Comment se fait-il qu'on ne soit pas en mesure d'arriver à amener cette preuve-là dans l'espace public et dans l'espace politique d'une façon qui est plus efficace que ce que ça a été? Et là-dessus, je pense qu'on doit collectivement se questionner à savoir comment ça se fait. Ben, le problème n'est pas chez l'émetteur, il est sur le récepteur. Il y a quand même des constantes. Hein? Il y a des constantes avec le temps. Puis c'est vrai que là, on risque d'empêcher une question, mais des fois, on se dit comment ça se fait que les décideurs ne comprennent pas. Et là, on se pose la question vers nous, pourquoi nous, on ne réussit pas à mieux convaincre. Mais vous, dans une posture que vous avez eu occupée, il y a des choix qui doivent être faits. La science, de temps en temps, elle n'a pas sa place, hein, n'est-ce pas? Bien, à mon avis, la politique, puis je peux en témoigner, c'est un levier extrêmement puissant. C'est là que les décisions se prennent. Et à mon avis, la politique est beaucoup trop importante pour la laisser dans les mains des politiciens. Il faut vraiment investir la politique pour qu'on puisse être en mesure de baser les décisions politiques sur des données probantes. Et je pense que moi, c'est un incontournable. Une question ici. Ouais, bonjour. Je comprends que le projet de loi, c'est vraiment par une finalité de contrôle des coûts, au lieu d'aller plutôt dans une optique de l'impact sur la santé des gens. Puis il y aurait comme un débat de société qui devrait prendre place, puis qu'on ne sent pas nécessairement, parce que là, on s'en va vers probablement le financement à l'acte, puis la rationalisation éventuellement peut-être de certaines activités, qui vont avoir peut-être des quotas restrictifs, puis qui va peut-être empêcher cette personne d'aller à certaines de recevoir certains soins, parce que là, on va dire, ben, le budget, c'est pour tel type d'opération, c'est temps, vous autres, vous allez nous attendre dans 3-4 ans. Est-ce qu'on se remarque quelque chose de très important dans un débat comme ça? Il n'y a pas de débat de société, je le disais tout à l'heure. Les débats de société, ça se concrétise dans une campagne électorale. Et vous faites l'analyse des dernières campagnes électorales, c'est la même chose au fédéral. Il n'y a pas de campagne électorale qui se gagne ou se perd sur la santé, en dépit du fait que c'est la priorité numéro 1 de la population. Et ça, c'est grave au niveau de la démocratie. Ça veut dire que la population a tellement de cynisme par rapport à la santé et à l'incapacité d'un gouvernement, quel qu'il soit, avec quelque stratégie que ce soit, à en arriver à améliorer le système de santé, qu'elle a tiré l'éponge. Et c'est, à mon avis, une catastrophe parce que ça permet l'émergence de ce qu'on voit actuellement, de quelqu'un qui prend le pouvoir et qui utilise le pouvoir pour faire ce qu'il souhaite faire. Et je pense que ça, c'est une catastrophe. Sur le plan de la démocratie, là, moi, ça me heurte de façon fondamentale. Complément de réponse, Damien? Je ne connais pas personnellement Dr Barrett, mais mon interprétation de son action est qu'il essaye de réussir quelque chose. Je ne pense pas que ce soit un individu qui vise à déstructurer ou à diminuer nos capacités collectives à donner des soins. Je pense que son diagnostic est que notre système dysfonctionne à très grande échelle et que la coordination est un problème fondamental. Notre système est très mal coordonné. Il n'y a à peu près aucune attache entre la première, deuxième et troisième ligne, entre les différents types de professionnels. Je pense que son diagnostic là-dessus, quand on l'écoute, est probablement correct. Et je ne pense pas que le projet de loi 10 soit destiné à diminuer les coûts. Le 220 millions, c'est une gugus qu'on nous secoue devant les yeux pour nous divertir, mais je ne pense pas quiconque y croit, ni même le ministère. Je pense que le projet de loi 10 est un essai d'intervenir pour améliorer la coordination. Le problème, c'est qu'il va rater. Si je vous disais que l'objectif majeur n'est pas énoncé, supposons que l'objectif, c'est de privatiser le système. La meilleure chose, c'est que le public ne marche pas. C'est exactement ce qu'on dit. Donc, il est en train de montrer les preuves pour ce que ça dans quoi on est ne marchera pas, ça va prendre du plus vite. Hypothèse, évidemment. Et quand je regarde certains projets de loi, certains articles de loi, le ministre peut décréter des ententes avec d'autres fournisseurs. Les autres fournisseurs, à part des 6
c'est des fournisseurs privés, c'est pas des fournisseurs publics. Les fournisseurs publics sont tous sous les 6. Donc, à un moment donné, je suis d'accord que je suis machiavélique en disant ça. Ça, je suis complètement d'accord, puis c'est un procès d'intention, puis c'est clair. Mais quand on regarde ça, moi, la seule façon que je peux comprendre l'ajustement de Barrett, c'est de lui dire que l'objectif n'est pas sur la table. L'objectif est en dessous de la table. Puis la meilleure façon d'atteindre l'objectif en dessous de la table, c'est de faire en sorte que le public ne marche pas. Puis il fait exactement ça pour pas que le public marche. Je pense qu'il faut faire une différence ici entre le financement public et la prestation publique, ou le financement privé et la prestation privée. Je crois que, à la fois Couillard, et on en a parlé il y a très très longtemps, et Barrett croient à la prestation privée, mais au financement public. Bon. Qu'il se trompe, c'est-à-dire que s'il développe, et effectivement à l'intérieur du projet de loi actuel, le projet de loi actuel va favoriser la prestation privée. Non seulement ça, mais c'est quasiment annoncé par les fameux 50 grosses cliniques spécialistes, de spécialité. Là. Ça c'est la vraie catastrophe. Ça, c'est une autre catastrophe qui nous attend si ça arrive. Là. Alors, c'est sûr que ces unités-là vont être des unités privées. Alors, ça va être effectivement une prestation privée. Mais je crois que Barrett et Couillard croient au financement public. Alors, maintenant, plus il y a de la prestation privée, plus on organise la prestation privée, plus les gens qui vont mettre de l'argent dans ces unités-là, entre autres les 50 unités là, de spécialistes, ça va coûter très très cher, parce ça va être très très équipé, cette histoire-là. En capital, ça va coûter très cher. C'est à peu près là, il va y avoir effectivement de la pression énorme pour qu'il y ait de la prestation privée, avec du financement privé à l'intérieur de ces unités-là, de façon à assurer une rémunération adéquate du capital. Alors, ça, oui. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment conscients de ça? Est-ce que c'est dans leur plan, etc.? Ça, j'aurais besoin d'être convaincu. L'élément qui pourrait supporter ça, c'est l'augmentation relativement importante des tarifs complémentaires. Que les gens sont obligés de payer pour être capables d'obtenir le service. Donc, ça va fort. Puis, avec les cliniques, j'aimais l'hypothèse. J'insiste sur les hypothèses. Hein, puis j'insiste beaucoup que ça va augmenter, mais de façon versus une autre. Puis c'est exactement ce qui est voulu, selon moi. Quand je regarde le cadre d'analyse, autant de Dr. Couillard que de Dr. Barrett, je pense que ça s'inscrit fondamentalement dans ces lignes-là. Puis dans le fond, c'est Bob Evans, c'est que la meilleure façon de réintroduire le privé dans le système canadien, c'est d'organiser l'échec du public. Puis fondamentalement, avec ce qu'on dit, c'est ça qui est en train de... En tout cas, je ne dis pas que c'est nécessairement volontaire, mais on peut concevoir cet élément-là. Puis je pense que c'est une hypothèse qui n'est absolument pas à éliminer, parce que les gars ne sont pas cons. Puis fondamentalement, les évidences sont là aussi. Donc, la seule façon, moi, que je peux interpréter, c'est le vrai objectif n'est pas sur la table, il est en dessous de la table. Ça, je pense que c'est plutôt au fédéral que ça se passe, et avec la diminution très importante du taux d'accroissement des transferts aux provinces pour la santé. Ça, c'est un plan. On me dirait c'est dans la tête de Harper. Je dirais, là, oui, je suis absolument... En tout cas, il s'en fout, Harper. Au minimum, il s'en fout du système, du régime universel public de santé au Canada. Donc, on garde ça comme une hypothèse. Hein? Personnellement, au Québec, je ne l'achète pas. Au fédéral, je l'achète. Alain Poirier, je suis à l'Institut national de santé publique. J'ai été presque 10 ans au ministère. Constat d'échec que vous avez évoqué, mais vous avez plus surfé sur la question de la mission, du projet commun, etc., qu'on n'a pas au Québec pour 50% des dépenses de l'État. Moi, j'appelle ça une politique de santé. C'est peut-être pas les défauts de la première, mais on n'en a jamais eu de deuxième. Tout ce que vous avez décrit, Régent, Damien, à la réponse à une des questions de ce qu'il faudrait avoir, moi, j'imagine ça dans une politique de santé. Évidemment, tu le dis, c'est de la démagogie, on n'a jamais eu ce débat-là dans la campagne électorale, mais il me semble que c'est un de nos constats d'échec. Comment ça se fait qu'on n'a plus de politique de santé depuis 2002 et que personne ne l'a jamais réclamé? Cette vision, ce projet commun qui devrait nous gouverner. Après, les ministres peuvent faire des petits accommodements à droite à gauche, mais partager avec une participation citoyenne. Voilà où on veut s'en aller pour les services organisés, la place du privé, tous les enjeux que vous avez nommés. On devrait avoir ça dans une politique. On a 200 politiques, stratégies et plans d'action au Québec sur n'importe quoi. Les chats écrasés, mais il n'y en a pas sur 50% du budget. Pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait qu'il n'y a personne au Québec, à part dans une réunion comme aujourd'hui, qu'il faudrait poursuivre d'ailleurs, je propose que ça continue dès midi, personne plaide pour une politique, on l'a de santé ou bien-être, peu importe. Je ne parle pas de la politique nationale de prévention, c'est une très bonne idée, mais c'est insuffisant, parce que 98% des dépenses sont ailleurs, dans le système de santé, puis ça, la gouverne, la logique de ça, puis c'est pas la planification stratégique administrative aux 5 ans qui fait ça, personne ne la connaît.
Je serais curieux ici d'entendre les gens nous parler de la planète stratégique du ministère, personne ne connaît ça. Mais politique santé bien-être, comment ça fait qu'on n'a pas eu une deuxième? C'est une excellente question. Contrairement à ce que tu dis, moi je pense qu'une politique nationale de prévention, même si ce n'est pas 90% du budget, c'est là qu'on peut avoir 90% des bénéfices. Là-dessus, on est d'accord. Alors, je pense que ça, c'est absolument essentiel pour le Québec. Elle était malheureusement prête, mais les élections en ont disposé. Et une politique de santé, oui, je pense que c'est nécessaire. Moi, j'avais plutôt fait des orientations ministérielles en termes de réponse au vieillissement de la population. Ça aurait dû se traduire par une politique, mais il n'y a pas d'appétit pour ça. Quand tu arrives là, devant le Conseil des ministres avec une politique de santé, là, il n'y a pas d'appétit politique pour ça. Alors, tant que la population ne sera pas plus consciente qu'on peut changer le système de santé et convaincue de ça, au-delà du cynisme qui est ambiant, il n'y en aura pas de politique. Il faut que ça vienne du public. Et je pense que c'est... il va falloir que le public réalise qu'on peut se mobiliser pour améliorer la performance de notre système de santé, améliorer les orientations politiques de notre système de santé. Mais je ne sens pas cette mobilisation-là. Moi, je sens du chiolage, type Journal de Montréal. Je sens du chiolage par rapport au système de santé. C'est tout ce que je sens. Il n'y a pas de volonté d'imaginer une prestation de service différente. Est-ce que je peux? Oui. Je t'en prie, je t'en prie. Paul ou Damien, mais Damien... Ce que je dirais là-dessus, c'est que je regarderai l'évolution du système. Puis là, ce que je dirais, c'est qu'on est passé d'une gouvernance très social-démocrate à une gouvernance très néo-libérale. Et c'est ça qui, à mon avis, qui est à la base. Je m'explique. Au tout début, quand il y a eu le rapport Hall, c'était quoi le développement des ressources? On a construit des hôpitaux, on a dit pas assez. Après ça, on a dit non, les ressources ne sont pas suffisantes pour assurer à la population ce que ça fait. On a mis l'accent sur les services. Les programmes, ça a été des programmes au bout. Donc, on est passé de ressources à services. Après ça, on dit les services pas suffisants. On est passé aux politiques de santé. On a fait l'évolution dans les 30 dernières années de ressources, services, santé. Là, on régresse. Parce que fondamentalement, l'État un peu plus social-démocrate se retire, c'est fondamentalement le néolibéral. Ce qui intéresse la néolibérale, c'est les ressources. Donc, on retourne de santé à service, puis à mon avis, ça va être encore plus de ressources là-dessus. Donc, cet élément-là n'est pas dû au hasard, c'est dû fondamentalement à l'évolution de la vision ou de l'esprit qui guide le gouvernement. Pour ramener la politique, puis là, je parle d'un ancien ministre, pour ramener la politique, il faut ramener un petit peu une vision social-démocrate. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de vision social-démocrate, ça devient dysfonctionnel politiquement. Un phénomène orienté sur la santé, sur le bien-être collectif, parce que c'est l'individualisme, versus tenter de contrôler puis de réduire. Hypothèse. Est-ce que les chercheurs peuvent jouer un rôle là-dedans, notamment? C'est pas ça que tu veux dire? Oui, c'est ça, à peu près. Je pense pas. Parce que je serais pessimiste. On dirait, actuellement, on lance ce chantier-là. Je pense que les gentils groupes d'intérêt dont parlait Dr. Rochon en 88, qui nous tiennent un peu en otage, non seulement ils sont là, mais ils se portent bien. Ils se portent très, très bien. Leur capacité à mobiliser, là, puis à monopoliser ce que deviendrait une politique comme ça, on aurait, je dirais, un quart de bons sentiments jamais appliqués. Là, réduisons les inégalités, jouons sur les déterminants, puis tout. Puis on aurait trois quarts de articulation des agendas des différents groupes d'acteurs, avec probablement des répercussions financières qui seraient en dehors de notre capacité de pays. Ce qui fait que je ne suis pas sûr que... Puis là, c'est une vision de politologue. Je pense que la vision, les Iron Triangle, donc cette notion que les politiques sont en otage de groupes qui sont beaucoup plus efficaces que la population ou l'abstraction de la démocratie pour les capturer, les gérer, les amener où ils sont. C'est très convaincant, cette littérature-là. Et je ne pense pas qu'on en sortirait. Non. Ouais, par contre, ce que je vois là, actuellement avec le projet de loi 10, c'est qu'un ministre de la Santé qui a une vision et qui écoute personne est capable de faire un grand bout de chemin. C'est... N'est-ce pas le leadership qu'on souhaite? Ben, c'est qu'on souhaite. Je pense qu'il y a une capacité d'agir qui a systématiquement, puis je pense que ce que Dr. Barrett est en train de nous démontrer, c'est qu'elle a systématiquement été sous-utilisée dans le passé. C'est pas parce que ça se pouvait pas. C'est parce que, en termes de partis politiques, à l'intérieur des partis, en termes de choix stratégiques, les gens n'ont pas décidé d'utiliser au maximum les pouvoirs qui existent et qui existaient dans la fonction de ministre. Et là-dessus, le constat, c'est un constat d'échec. On a un système qui est malade. Puis moi, je pense, on peut voir le projet de loi 10, on peut voir la privatisation, on peut voir plein de phénomènes actuellement, les frais modérateurs, comme étant
des maladies liées au fait que notre système va suffisamment mal pour que toutes sortes de choses déviantes se développent et croissent avec enthousiasme dans un système qui n'est pas capable d'arriver à être suffisamment en santé pour repousser ces choses-là ou pour les rendre impossibles. Et là-dessus, je pense que la vraie menace, c'est pas qu'on n'a pas de politique. La vraie menace, c'est que on n'a historiquement pas été capable de faire ce qu'on aurait dû faire. Est-ce que c'est pas trop tard? Moi, je suis très pessimiste là-dessus. Je pense que c'est peut-être trop tard. Juste un petit mot rapide. Oui. Bon, est-ce qu'on parle de politique de santé ou est-ce qu'on parle de politique de système de santé? Et plutôt système. Bon, politique de système de santé, en fait, en 2000, on est arrivé Couillard, et Couillard, il avait sa politique du système de santé, et ça a été sa réforme. Et c'est ce qui a occupé tout l'espace. Et le projet de Couillard, à l'époque, bon, j'étais au Conseil de la santé et du bien-être, et Couillard est venu me voir, il dit comment on s'est préoccupé surtout des structures, tout le ministère s'est préoccupé des structures. Et à cette époque-là, au Conseil, Couillard était venu et a dit personne ne parle de mon projet clinique. Tout le monde l'a dit, on était une vingtaine, a dit oui, votre projet clinique, monsieur le ministre. Bon. Et aussi, un peu plus tard, Couillard, il y avait dans le projet Couillard une autre forme de financement qui était très importante, qui était vers une décentralisation importante du financement. Et on lui a parlé, à un moment donné, il a dit oui, ça, je ne l'ai pas fait. Un peu comme tu dis, il a dit j'ai craint, je n'ai pas voulu aller jusque-là, et maintenant, je m'aperçois, il n'était pas encore élu, il n'était pas encore président du parti, il dit maintenant, je crois que j'aurais dû le faire, précisément parce qu'il a peut-être sous-estimé sa capacité d'agir. À ce moment-là, on aurait eu une décentralisation financière qui allait avec son modèle, sa seule façon vraiment d'organiser le modèle. Un des grands échecs de Couillard, du modèle Couillard, c'était que le financement n'a pas accompagné les intentions et le financement n'a pas été décentralisé avec bon, l'ensemble des mesures impliquées. Si ça avait été, on ne serait pas là où on est maintenant. Alors, en fait, il y en avait une politique, mais ce n'est pas manifesté de la même façon que dans un document. Politique de santé, politique de système, c'est pas tout à fait la même chose. Je vais juste vous signaler qu'on va prendre 5 minutes de plus maximum. Parce que c'est très intéressant, il faudrait recommencer ça, souhaitons-le. Mais donc, une intervention brève. Moi, j'aimerais qu'on parle de santé publique, la place de santé publique notamment. Ça sera peut-être la question de relance, mais donc là-dessus. Là. Santé quoi? Je ne peux pas m'empêcher, comme administrateur, de parler sur what la loi 10 va être là. Et personnellement en accord, on a écrit le mémoire de l'ensemble de ces éléments. Mais maintenant, on fait quoi avec? On a juste 7 millions. Alberta a 2 modèles, 2 paliers, pas 3. Il y a à peu près 400 000 personnes par structure. Nous, au Québec, on a 400 000 par structure pour 9 structures. Et pour toute la reste, une population beaucoup plus petite. Est-ce que la gestion d'un environnement comme ça, prends Saguenay-Lac-Saint-Jean, 6 centres de santé, une agence bien intégrée avec les 6 centres de santé, ça roule bien, ils forment une comité de direction, ils se voient régulièrement et l'ensemble de ce milieu est prêt à se lancer dans une 6. Ce qu'il faut éviter, c'est les dangers. Si on évite le danger de la bureaucratisation, si on évite le danger de la manque de flexibilité, si on évite une centralisation terrible, et ça c'est le grand danger, mais il faut se trouver un moyen d'éviter ça. Et ça va dealer avec le ministère, avec le ministre, jusqu'à quel niveau il va arriver à exiger le contrôle. La structure en soi n'est pas nécessairement mauvaise. C'est ce qui arrive à la structure. Et avec cette structure-là, il peut en avoir des intégrations fort intéressantes. Toutes les missions sont mises ensemble. Alors, Saguenay-Lac-Saint-Jean, centre jeunesse, et maintenant avec les CLSI, et maintenant avec la réadaptation, avec la santé mentale, avec la déficience intellectuelle. Vous pouvez vraiment faire une approche clinique intéressante à votre population si vous avez la capacité de gérer cet environnement. Il faut le gérer correctement. Il faut donner l'autonomie, il faut donner la flexibilité, il faut laisser vos directeurs gérer leur environnement, il faut garder le local et pas enlever le local, puis il faut diminuer la capacité bureaucratique parce que ça va effacer les cliniques si on laisse la bureaucratie venir trop fort. Mais je ne suis pas prêt à dire, parce que c'est la loi 10 qui est vouée à l'échec.
C'est la manière de son application qui est très dangereuse. Il n'y a pas un peu d'espoir, justement, qu'on peut garder sur certains aspects qui seraient dans le non-dit? Le problème, c'est la période de transition, qui va être, pour une réforme de cette ampleur-là, encore plus longue que celle de la loi de 2004, c'est-à-dire qu'il va être plus de 6 ans, entre 6 et 8 ans, à mon avis. Dans cette période de transition-là, on va reproduire les silos, alors bye-bye l'intégration, parce que pendant cette période-là, il n'y a rien qui va bouger. On va être préoccupé à faire des plans stratégiques. C'est sûr que les entreprises de consultants vont être florissantes au cours de... Si vous avez des investissements à faire, faites-les dans ces entreprises-là, parce qu'eux vont avoir des contrats pour faire des plans stratégiques, pour faire des plans organisationnels, pour accompagner les conseils d'administration dans la période de transition et d'implantation. Tu vois des gens qui prennent des notes, là. Ça va être vraiment florissant. Et le problème, c'est le coût d'opportunité. Tout ça va nous coûter beaucoup pour, à la fin, peut-être avoir un bénéfice, celui que tu évoques, qui va être dépendant de la volonté locale des CIS, de chacun des CIS, de vouloir améliorer l'intégration de leurs services et de vouloir répondre aux services de leur population. Pas dépendant de la structure qui a été mise en place, dépendant de la volonté locale des gestionnaires qui vont être en place. Et ça, c'est malheureux. La structure devrait soutenir la fonction, pas l'inverse. Un mot de tout le monde qui serait une sorte de... la dernière, le souffle du cœur. Moi aussi, en fait, à la limite, je pourrais penser comme David. Mais tout l'esprit de la loi, l'esprit du ministre, ce qui était écrit, la façon que c'était fait est exactement contraire. Et c'est ça qui est le problème. Effectivement, on pourrait imaginer, bon, on se libère des régions, on en fait 33, c'est pas si pire, mais ce que l'on fait, les 6, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont effectivement administrer des établissements, ils vont administrer, premièrement, il va y avoir des missions, ils devront répondre aux besoins de population, ils vont avoir des moyens pour le faire, et le ministère, ce qu'il va faire, c'est des grandes lignes, et donner des moyens de financement locaux. Ça finit là, et là, localement, ce que l'on va faire, le 6 va avoir la mission, lui, de s'assurer que ça marche. Et on lui dit au 6, fais bien attention, on n'attend pas une centralisation, ce qu'on attend, c'est que vous assuriez localement la capacité d'agir et de répondre aux besoins de population. Et là, il peut y avoir effectivement, localement, bon, des trucs qui fonctionnent. Alors, il y aurait possibilité d'imaginer, dans la structure actuelle, un fonctionnement qui est vraiment pas, qu'on trouve absolument pas, qui n'est pas dans l'esprit de la loi. Et c'est ça qui est inquiétant. Qui n'est pas dans l'esprit de la loi, qui n'est pas dans l'esprit du ministre, qui n'est pas dans l'esprit du ministère. En fait, jusqu'à un certain point, moi je me souviens quand je suis arrivé au ministère en 1976, ils ne savaient pas trop quoi faire pour moi pendant les 6 premiers mois. Alors, ils m'avaient mis en quelque part, comme d'habitude, ce qui arrive à l'université aussi, ça va faire. Alors, ils m'ont mis dans quelque part, puis là, il y avait des fonctionnaires. Bien, les fonctionnaires recevaient des téléphones, les directeurs d'établissement, puis c'était à peu près ça, est-ce que je peux acheter 6 crayons? Hein? Bien, en fait, c'est le rêve du ministère. Actuellement, c'est le rêve du ministère. C'est la centralisation de la décision, centralisation du pouvoir ultime de décision, là. Si le ministre avait dit, je me garde tout ça, mais comme tutelle, pouvoir de tutelle si jamais ça ne marche pas. Alors là, tu dis, oui, ça l'allume, mais c'est pas défini comme ça. C'est défini exactement le contraire. Puis ce que je dirais là-dessus, pour moi, si j'avais une leçon à donner à un DG de 6, c'est de respecter l'hétérogénéité et non pas de la fusionner. De faire en sorte de respecter que les missions sont très différentes et ne sont pas nécessairement toutes interdépendantes. Que les ressources sur le territoire sont différentes et ne sont pas toutes interdépendantes. De respecter cette hétérogénéité-là en masse pour faire en sorte qu'on ne mette pas un dénominateur commun qui ne respecte absolument pas la réalité qui existe là-dessus. Pour moi, c'est l'élément que je trouve le plus... L'autre, si on respecte l'hétérogénéité, de commencer à construire sur la base de l'interdépendance, et non pas sur la base nécessairement de fusionner tous les éléments. Qu'est-ce qui est interdépendant pour les jeunes? Qu'est-ce qui est interdépendant pour les personnes âgées? On peut faire des réseaux relativement différents en fonction de l'interdépendance, plutôt que de tout fusionner ensemble sur ces éléments-là. À mon avis, c'est le premier. Et l'autre, c'est de donner de l'autonomie à ces interdépendances-là, d'être capable de gérer leur clientèle correctement. On a donné le pouvoir maintenant à des DG de le faire, puis on n'avait pas ce pouvoir. Bien, je suis d'accord, mais comme dit si bien François, tout dans la loi va aller vers de ça. En tout cas, tel qu'on le lit là-dessus, je pense que tu as raison, ça pourrait être géré, mais imaginez-vous un DG de 6 qui dit « Moi, j'agis
pas du tout dans l'esprit de la loi. Je maintiens l'hétérogénéité, je donne l'autonomie locale, je maintiens le local, puis il va se faire éjecter. Vous savez, c'est quoi un DG? C'est quelqu'un qui est assis sur un siège éjectable puis il ne contrôle pas le piton. C'est le ministère qui contrôle le piton. S'il y a CEL derrière lui, même nommé par le ministre, s'il y a la population locale derrière lui, si le monde supporte les gestes qui sont posés, vous avez une entité politique. Comme agence, j'avais zéro entité politique. Je n'étais pas capable, comme agence, de faire rien. J'étais juste une agence. Je n'avais pas la population, je n'avais pas les établissements avec moi. Mais si j'avais les établissements et la population avec moi, là, j'aurais été une force politique. Si éventuellement il voulait m'injecter, il fallait l'éjecter avec quelques raisons devant cette population. Il va arriver à le faire, je peux vous garantir. Mais ça nous donne une force peut-être politique plus intéressante qu'on avait antérieurement lorsqu'on a créé des masses critiques de cette politique. Avec si on va faire. C'est vrai que ça prend une autre rencontre. Si les dirigeants des 6 étaient élus, comme c'est le cas en Suède, par exemple, étaient élus et imputables devant la population, oui, tu as raison. Mais étant donné que les PDG des 6 vont être dans la même position que les PDG d'agence avant, c'est-à-dire vont être nommés par le ministre et éjectables par le ministre, ça ne se passera pas. Il n'aura pas l'appui politique de la population. Damien, un mot sur ça? Ou sur la santé publique? Non, David fait une bonne démonstration. Est-ce que c'est impossible que quelque part, à certains endroits, il y ait des réussites? Non, c'est pas impossible. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce projet-là soutienne la réussite? C'est clairement non. Denis, tu commentais sur la santé publique. Oui, c'est ça. La santé publique est en train de rétrécir de façon inouïe. C'est de plus en plus les habitudes de vie qui est considéré, le caractère environnemental. Je ne sais pas si vous avez vu ce que le ministère a fait. On retourne des années 70 avec la conception de la santé publique uniquement individuelle. J'ai entendu un sous-ministre dire que de s'occuper des conditions de l'environnement, ça ne relève plus de la santé publique. C'est vrai ce que je dis ça. Mais ça, donc, écoutez... C'est pas dans P10, par contre, pour l'instant. Non, mais c'est pas rien, mais c'est parce que tu as posé la question. P10, est-ce qu'il a une influence directe sur la santé publique? Il intègre la santé publique dans les 6. Alors, on a une perte complète, à mon avis, d'une certaine autonomie de la santé publique. C'est ça que tu penses? Merci tout le monde. On a un rendez-vous si vous voulez.